Bonjour, très heureux d'être avec vous et très heureux d'avoir été invité à cet événement Benvivo. Et on va démarrer tout de suite. Je suis très heureux de retrouver avec quelqu'une que j'ai rencontrée il y a quelques années. On a eu un très grand plaisir, Gila Clara Quessus. On s'était rencontrés notamment une première fois pour une invitation à mon podcast du Positive Leadership. Tu m'as fait ce grand plaisir d'être mon invité. Et puis ensuite sur d'autres activités associatives, Live for Good et d'autres sujets. Donc Gila, on va commencer à se présenter rapidement chacun, je pense. Alors toi, tu es un caméléon à multiples températures, j'allais dire. Tu es universitaire, tu es chercheuse, tu es coach, certifié dans le top des coachs. Tu es également diplomate. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Qui es-tu finalement, Gila Clara? Merci, c'est un honneur pour moi d'être à tes côtés, Jean-Philippe. On va parler donc de leadership. Et si jamais je devais me présenter, eh bien, je vais m'accrocher à des titres. Artiste de l'UNESCO pour la paix. Donc, je fais partie des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO. Et je suis coach exécutif. Pour expliciter comment on devient, parce que je sais que certaines se posent la question, comment on devient ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO? Eh bien, tout simplement, il faut être coopté auprès de la directrice générale. Ça a été mon cas, puisque j'ai été recommandée par mon directeur de thèse, Elie Wiesel, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 7 ans sur la question de comment l'art, et en particulier le théâtre, puisque moi je viens du monde du théâtre, de l'art dramatique, comment l'art et le théâtre peuvent aider des survivants de génocide à pouvoir se reconstruire. Et donc c'est vrai que dans le côté humanitaire, donc tout ce qui va toucher à l'UNESCO, je vais beaucoup travailler sur la question de l'art-thérapie, de l'artivisme, c'est-à-dire comment l'artiste peut aussi être activiste. Et puis la question, bien sûr, des droits des femmes, en particulier la résilience que peut provoquer l'art théâtral, l'art-thérapie théâtrale, suite à des violences sexuelles, avec le travail que j'ai pu faire au Congo avec le docteur Mukwege. Donc ça, c'est la partie, on va dire, humanitaire, non rémunérée, la partie d'ambassadeur de bonne volonté. Et puis la partie qui me fait vivre, c'est la partie du coaching, en leadership, et on est ici pour pouvoir parler de leadership positif. Cette partie de coaching, moi, elle va m'être révélée, je dirais, grâce à Tal Ben-Shahar, le fameux professeur de bonheur que j'ai rencontré à l'université de Harvard. Suite à mon doctorat à l'université de Boston, Harvard va me proposer de créer un cours qui s'appelle Art et droits humains à la Kennedy School. Et c'est à Harvard Université que je rencontrerai monsieur le professeur de bonheur, Tal Ben-Shahar, qui va être attentif à mon parcours en me disant que les techniques théâtrales que j'utilise, les techniques de communication, c'est très bien de les donner aux grands brûlés, mais si je veux voir un changement sociétal arriver, il faut pouvoir le faire au travers d'un lien avec les dirigeants, avec l'entreprise, avec les institutions. Et donc c'est lui qui va me recommander de devenir coach. Et donc aujourd'hui, je partage mon temps entre le côté humanitaire en tant qu'ambassadrice de bonne volonté, artiste de l'UNESCO pour la paix depuis 2012, et puis coach exécutive auprès des entreprises, où là, je vais avoir 3 aires d'expertise: la psychologie positive, la négociation, que j'ai approfondie avec William Ury, le grand négociateur qui a initié la négociation gagnant-gagnant à Harvard, et puis Paul Ekman, peut-être le connaissez-vous. Paul Ekman, c'est très grand monsieur de l'intelligence émotionnelle avec Daniel Goleman, mais qui lui a travaillé l'intelligence émotionnelle dans le cadre d'une cartographie du visage pour essayer de comprendre comment l'émotion est reflétée au niveau faciès au point de devenir monsieur détecteur de mensonges. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du leadership positif aux côtés de ce grand monsieur qui est Jean-Philippe Courtois sur cette question-là à la fois, et c'est ça qui est beau dans notre façon de dialoguer ensemble. Tous les deux, on a un engagement fort auprès des entreprises, donc on va dire avec une conscience forte de tout ce qui va toucher, on va dire, l'institutionnel, mais d'un point de vue de profit, et aussi un engagement fort au niveau social et sociétal, avec le côté d'engagement humanitaire ou auprès de ce qu'on doit redonner à la société, et ça de façon profondément gratuite. Ce qui me permet de faire le pont en te demandant, s'il te plaît, de pouvoir te présenter, Jean-Philippe. Merci, Gila Clara. Moi, c'est en humble élève du bonheur auprès de la PhD Gila Clara, en toute humilité, que j'ai abordé leadership positif. Donc, Jean-Philippe Courtois, j'ai passé 40 ans de ma vie dans une grande société de tech, Microsoft. Voilà.
qui est connu, je pense un petit peu, où j'ai eu beaucoup de bonheur, d'opportunités à porter le pouvoir de l'innovation aux quatre coins du monde. Et dans mes 7 dernières années, j'étais au comité exécutif, côté de Satya Nadella, au niveau global, où je dirigeais l'ensemble des filiales du groupe. Et d'utiliser cette technologie, voir et proposer des opportunités pour changer les modèles économiques, sociaux, éducatifs, etc. J'ai démarré en fin septembre, il paraît que ça s'appelle la retraite, moi j'appelais ça ma seconde montagne. C'est parce que c'est un très beau livre, vous connaissez sans doute dans cette salle, je pense qu'il y a plein de gens qui lisent ce genre de bouquin, The Second Mountain, David Brooks, qui en fait pour moi consiste en 5 priorités qui sont déjà dans ma vie depuis quelques années, à vrai dire, elles ne sont pas nées comme ça fin août dernier. La première, c'est la jeunesse. Je passe beaucoup de temps avec des jeunes au sein d'une association que j'ai cofondée, dont je suis le président, qui s'appelle Live for Good, depuis 9 ans en France, et qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat impact. Donc, j'ai vu, je dialoguais avec quelques jeunes qui sont dans cette audience hier soir notamment. La jeunesse, si je suis président d'une autre école, c'est pas Kedge, c'est Schema Business School. Je suis un ancien parce que j'ai grandi du côté de Nice, moi, du sud-est plutôt que l'ouest. Et donc, c'est un très beau projet d'école dans lequel le purpose est au cœur. L'IA et plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Sujet entrepreneuriat impact, j'en ai parlé, aussi auprès de start-up à impact. La tech et l'IA plutôt for good, autant que possible, parce qu'il y a plein de... Peut-être on aura peut-être d'en parler, des visions utopiques ou dystopiques de l'IA. Bon, moi, étant un optimiste, je tends à me pencher sur les solutions innovantes qui peuvent apporter des solutions concrètes. Et puis le leadership positif auquel je suis vraiment un élève. C'est-à-dire que, et ça va être la jonction pour la deuxième question, où j'ai lancé un podcast il y a 3 ans qui s'appelle Positive Leadership. C'est en anglais, pourquoi ? Parce que 8 sur 10 de mes invités sont aux 4 coins du monde, et puis j'en ai 2 sur 10 qui sont français. Et j'ai appris ça, moi, dans ma vie professionnelle, dans ma vie associative, dans ma vie personnelle, en lisant des ouvrages, ceux de Guy Laclara, ceux de Martin Seligman, ceux de Barbara Fredrickson, Kim Cameron, que j'ai invité à mon podcast, qui sont des maîtres, et bientôt Ben Shahar aussi, que je n'ai pas encore eu. Et donc, voilà, c'est notre trait d'union entre tous les deux, pour tout vous dire. Donc, il y a une vraie communion autour quand même de ces composants que j'estime essentiels, un changement de mindset du leadership quel qu'il soit. Je ne parle pas du leadership des CEO des plus grosses boîtes du monde. Tout le monde peut être un leader, à tout niveau, dans tout type d'organisation. Et c'est l'état d'esprit et la maîtrise de cet état d'esprit pour transformer autour de soi, avec d'autres parties prenantes, le monde vers une issue, on l'espère, plus positive. Gila, maintenant je t'appelle Gila. La psychologie positive, raconte-nous le déclencheur quand même. Tu as un tout petit peu démarré. Et comment tu es tombée à fond dedans ? Parce que tu aurais pu être comédienne, tu aurais pu... Voilà, et finalement, tu as embrassé ça, mais vraiment totalement. Oui, alors on est au sommet Benvivo. C'est-à-dire qu'on doit parler de la bienveillance dans tous ses états. Alors en quoi est-ce que la psychologie positive est un état de la bienveillance ? Ça peut être intéressant parce que le but, c'est de pouvoir essayer d'appliquer en fait cette problématique à tout type de discipline, à tout type de domaine. Moi, la psychologie positive, elle est arrivée au moment où je faisais la jonction entre le côté humanitaire, donc le côté de se donner à l'autre complètement, gratuitement, cette espèce de volonté qui peut exister en chacun de nous, où on se sent bien de donner. Mais pour certains, on se sent tellement bien de donner qu'on s'oublie soi-même. Et c'est dans cet oubli, avec cette volonté d'être utile, que tout d'un coup, on se retrouve devant des difficultés parce qu'il faut revenir à soi, il faut revenir à son esprit, à son corps. Et moi, c'est vrai que c'est des moments où j'ai failli en fait tomber en burn-out parce que j'avais entendu tellement de témoignages, de douleurs, de souffrances. C'est vrai que lorsque l'université d'Harvard m'invite à enseigner ce cours, art et droits humains, je suis galvanisée par le fait de pouvoir enseigner à Harvard et en même temps, je souffre à l'intérieur de moi parce que je suis complètement bloquée émotionnellement. Je me dis à chaque fois, dès que tu as un petit bobo, tu vas pas commencer à pleurer alors que tu as entendu des personnes qui ont vraiment perdu toute leur famille. Sans sourciller, donc avec une noblesse vis-à-vis de l'émotion. Donc j'étais verrouillée à l'intérieur, complètement dans le burn-out. Et lorsque vous enseignez à l'université d'Harvard, vous pouvez prendre un cours gratuit. Et à 100 000 €, vous prenez un cours gratuit. Donc je regarde le catalogue et je tombe sur ce cours sur le bonheur. Et en bonne française que je suis, qu'est-ce que je fais ? Je rigole. Je dis, le bonheur, mais ces Américains. Ils vont nous apprendre à nous, Français, à sourire avec leurs dents comme ça, Colgate blancheur. Bref, je leur dis, hypocrisie totale, je prends ce cours pour leur montrer qu'ils ont tort.
Et donc, je m'attendais à un cours sur le positivisme, un peu vous connaissez Tony Robbins, on marche sur des braises, on n'a pas mal, on se conditionne. Pas du tout. Je tombe sur le cours de psychologie positive basé sur des neurosciences, donc basé sur des fondements quasi mathématiques, en démontrant en quoi on peut parler de bonheur, mais en lien avec l'efficacité personnelle. Et là, je découvre un mélange de sociologie, de philosophie, de rapport à l'autre et à soi dans la dignité, en fait, de l'être humain. Et ça me bouleverse, et c'est vrai que du coup, la psychologie positive, pour moi, ce sont des outils qui sont des outils presque nécessaires à la bienveillance. Parce que la première bienveillance, c'est déjà de veiller sur soi, d'être en capacité de pouvoir prendre soin de soi et ensuite de pouvoir prendre soin de l'autre. Mais ça, pour moi, j'étais tellement persuadée dans mon rapport à l'autre, surtout en lien avec l'humanitaire, que prendre soin de moi, c'était prendre soin de l'autre, parce que je sentais une vibration incroyable quand j'étais sur scène, que j'incarnais un personnage, quand je mettais en scène pour essayer de pouvoir faire parler ces témoins de l'horreur, ou alors quand j'étais aux côtés de ces survivants et que je leur permettais de prendre la parole. Donc j'étais dans cette espèce de volonté profonde d'être utile que l'on ressent aussi dans un cadre de bienveillance. C'est pour ça qu'il faut faire attention, j'allais dire, à l'overdose de bienveillance. Et c'est vrai que le fait que vous soyez là prouve qu'il y a déjà un fond de bienveillance. Vous ne seriez pas là si vous n'étiez pas intéressé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je rencontre dans les entreprises des gens qui sont hyper empathiques, qui, en fait, résonnent avec l'autre et qui sont capables, lorsqu'ils entendent quelqu'un pleurer ou témoigner de quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance, de pleurer eux-mêmes, donc se laisser absorber par l'émotion de l'autre, dans une empathie qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que la psychologie positive nous permet de retrouver une dignité personnelle, c'est-à-dire de se dire, dans cette volonté de donner, tu donneras mal si tu ne donnes pas déjà à toi. C'est-à-dire que si toi-même, lorsque tu vois quelqu'un qui est à terre, tu veux te mettre à terre pour essayer de ressentir ce qu'il ressent, tu ne pourras pas l'aider. Il faut pouvoir trouver la force de rester debout devant la souffrance pour ensuite essayer de hisser l'autre vers le haut pour qu'il puisse se relever. Et ça, pour moi, c'est un état de fait qui est en lien avec une bienveillance active, une bienveillance qui nous permet de pouvoir procéder à l'action et bien entendu en lien avec plusieurs exercices de psychologie positive. Tu me fais penser, je rebondis sur ce que tu dis, penser à soi d'abord avant d'aider les autres, à la procédure de sécurité dans un avion qui est en mauvaise posture. On décroche les masques, on dit commencez à mettre masque sur votre visage avant de le mettre sur votre voisin qui est en difficulté. Voilà, je m'arrête là parce que c'est un peu ça. Et dans la transition que toi-même tu as procédé à Microsoft, qui est assez incroyable, comment tu as pu mettre ce leadership positif en application? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors c'est un cadre très différent de celui que tu as donné, mais je vais donner un cadre d'une grande boîte, Microsoft, dans laquelle j'étais. On se resitue quelques années en arrière, en 2015. C'est de l'année qui a suivi la nomination de Satya Nadella, nouveau CEO de Microsoft, qui a succédé au fondateur Bill Gates et ensuite à Steve Ballmer, qui sont les trois CEO. On a eu 3 CEO en 50 ans, donc c'est un luxe pour une entreprise de garder une certaine durée aussi de ses dirigeants quand ça se passe bien. Et quand Satya est arrivé avec l'équipe exécutive, donc j'étais en charge de l'ensemble du business commercial de l'entreprise au niveau global depuis quelques années. J'avais déjà tout l'international, là j'ai aussi les US et le Canada. Le gros sujet, c'était de dire... D'abord, quelle est notre raison d'être? On n'est pas une entreprise à mission au sens français du terme, mais on a commencé par vraiment la mission. Et on avait une mission originelle créée par Bill, qui était il y aura un jour un PC sur chaque bureau et dans chaque foyer. Alors, voilà, ça c'était il y a 40 ans, pour ceux certains qui n'étaient pas nés. C'était la naissance du personal computer, de l'Apple II, de l'IBM PC. Bon, je m'arrête là, la préhistoire. Et 40 ans plus tard, on se dit ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Et on a redéfini une mission qui dit, en français, je vous fais la version française, que le mot « empower » en français, j'ai toujours des difficultés, qui dit c'est donner les moyens à chaque personne et chaque organisation dans le monde de réaliser son potentiel. On ne parle pas de tech, on ne parle pas d'IA, mais on parle de dire il y a des outils et de l'innovation qui sont mis au service de chaque personne. Chaque organisation, c'est une école, c'est une ONG, c'est la plus grande boîte du monde, c'est un État, pour utiliser cette innovation pour réaliser sa propre mission, sa propre raison d'être, en fait. Et à partir de là, on a travaillé beaucoup sur la culture, Guy, là, en fait. Les choses essentielles, finalement, alors évidemment, on a travaillé sur l'investissement R&D, les produits, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, c'est un autre sujet. Mais on a souhaité adresser des éléments, j'allais dire, nocifs de notre culture.
Les éléments nocifs de notre culture, on avait, et je ne dis pas que ça n'existe toujours pas, parce qu'on n'est jamais noir ou blanc, hein, il y a toujours des gris au milieu, mais on avait beaucoup, on a une culture d'ingénieurs très forte, hein, comme toutes les boîtes de tech. C'est quand même le syndrome de celui qui était le plus intelligent dans la salle, comme on dit. D'accord ? Donc quand vous réunissez les équipes, c'est celui qui était outsmart, les Américains, qui va faire des remarques et qui va, d'une certaine manière, ignorer l'autre, ne pas l'écouter et faire. Et donc on a fait une retraite du comité exécutif pendant 2 jours. On avait invité Carol Dweck, qui est une auteure connue pour beaucoup d'entre vous, peut-être, de Growth Mindset. Si vous n'avez pas lu ce livre, vraiment, je vous le recommande. Moi, c'est un livre fondamental, qui est sur cette étude qu'elle avait faite sur notre état d'esprit qui évolue en permanence entre un esprit rigide et un esprit apprenant. Et la réalité, c'est qu'on n'est ni Growth Mindset ou Fixed Mindset, c'est la version américaine, je vous le fais. On oscille entre les deux en permanence. Je vous passe le livre parce qu'il faut que vous le lisiez, il est passionnant. Et la psychologie positive aide à travailler sur cette matière. Donc je vais faire un raccourci parce que sinon je vais aller trop loin. Mais du coup, on a travaillé chez Microsoft autour de points très spécifiques de notre culture qu'on voulait éradiquer. C'est-à-dire on voulait éradiquer la nocivité de fixed mindset, ce qu'on avait beaucoup, qui nous empêchait d'innover, qui nous empêchait d'être une boîte, et on voyait dans le cours de bourse, pour être très pragmatique, là, il s'agissait quand même d'une grosse boîte cotée, on n'avait pas vraiment beaucoup progressé en valorisation, qui est un des indicateurs de succès du monde de l'entreprise. Et donc, on a pivoté là-dessus énormément et on a enclenché une transformation. À mon stade, qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est qu'étant en charge de 35 000 personnes dans nos 120 filiales du monde, toutes les cultures, vous pouvez imaginer, des Japonais aux Coréens, aux Mexicains, aux Français, aux Américains, enfin partout, aux Africains. Il s'agissait d'embarquer 3500 managers, 35 000 personnes dans le monde, à devenir non pas simplement des vendeurs de logiciels, et j'étais dans un rôle commercial, donc soyons pas confus là-dessus, hein, j'étais là pour vendre, hein, c'est très clair, mais dans des conseillers de transformation avec le cloud et l'IA d'entreprise et d'organisation. Et ça veut dire que en termes de compétences, pas simplement métier, d'ingénierie, d'industrie, enfin de tas de choses, il y avait un mindset à changer. Et j'étais convaincu que si moi-même je ne changeais pas mon style de leadership, qui a été, j'avoue, pendant des années très top-down, d'efficacité, je cherchais mon efficacité, utiliser un bon terme, parce que bon, j'avais beaucoup de pays, j'avais une leadership team de 15 personnes, qui avait un peu les plus grands pays du monde, voilà. Et en permanence, le soleil se couche jamais, hein, entre le Japon et les États-Unis, Redmond qui est à 9h, moi j'étais à Paris, mais je voyageais tout le temps. Et donc, mon souci, c'est de dire comment je transforme l'état d'esprit, et donc j'ai décidé de devenir coach, moi aussi. Alors, j'ai pas été coach certifié, comme il a. J'ai pris quelqu'un qui est devenu un ami, que j'ai invité dans un de mes épisodes, qui s'appelle Michael Bungestanier, qui a écrit l'un des best-sellers sur le coaching, qui s'appelle Coaching Habits. Il a un concept de trois pivots. Alors, évidemment, qui va beaucoup moins loin que certaines autres méthodes, mais que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai utilisé. Le premier, c'est soyez curieux. Mais soyez vraiment très curieux. Ça veut dire, surtout moi dans une posture commerciale, face à des clients et mes collaborateurs, on a tendance, quand on est le chef, le boss, à prendre la parole 80-90% du temps. Et on écoute 10%. En fait, on inverse le ratio. Deuxièmement, soyez paresseux ou paresseuse. Alors ça, j'ai une éthique du travail assez poussée, comme beaucoup, je bosse très dur depuis des années. Bon, c'est mon ADN, c'est comme ça. J'aime me réaliser aussi dans ce que je fais, parce que je le fais avec passion. Et en fait, là, on dit, vous n'êtes pas là pour apporter des solutions aux personnes en face de vous, que ce soit votre collaborateur, que ce soit évidemment un client, on va essayer d'apporter des solutions, on va essayer de l'aider à le faire grandir. Donc ne soyez pas le sauveur, qui est quelque chose qui fait plaisir. Hein. Quand on répond au problème qu'Aguila, vous vous dites, ouais, c'est super, Aguila, je t'ai aidé et tout, mais on l'écoute plus. En tout cas, on ne la stimule pas à aller chercher d'autres ressources en elle et autour pour grandir. Et le troisième concept, et je m'arrêterai là, c'est souvent. Le coaching, c'est pas un entretien de performance annuel qu'on fait dans les grandes boîtes ou d'autres, où on dit, voilà, tu as bien fait, tu as mal fait, tu auras une prime de temps, tu auras telle promotion ou pas. C'est des moments qu'on capture dans le temps présent, qui peuvent être de quelques minutes, qui peuvent être plus longs, où on va avoir cet échange profond. L'empathie en fait partie, enfin, après, il y a le développement de tout ça. Et avec des questions très profondes. Alors, il y a un art du questionnement aussi qui a développé avec 7 questions, mais j'arrête là, pour aller vraiment comprendre quel est le problème et l'opportunité au fond de la vie de Gila et de ce qu'elle mène aujourd'hui, sur laquelle on va pouvoir avancer ensemble. On va pouvoir avancer ensemble. Voilà.
Vraiment, je m'arrête là parce que je fais des interventions sur la transformation. Après, c'est un business case carrément qui Harvard, d'ailleurs, qui a été fait, de transformation Microsoft, dans lequel je parle un peu de tout ça aussi. Mais moi, ça m'a apporté énormément dans ma vie, dans ma posture, pas simplement de leader, de manager, de coach. Et surtout, ça fait pivoter l'ensemble de la force de vente. Je ne dis pas que ça a été la clé de succès, mais c'était un élément très fort, déclencheur. Et il y a un moment épique qui reste en mémoire, c'est qu'on a des conventions avec tous nos managers. On était 3500 dans le sud, en Floride, voilà, aux États-Unis. C'est le moment où on se réunit chez une boîte américaine. Et où j'ai été coaché moi-même en temps réel par ce Michael Bungestanier. Et ce n'était pas scripté. Hein. C'était un grand moment d'humilité parce que lui, c'est un maître, un coach. Et donc, mes équipes m'ont vu douter, m'ont vu que je n'avais pas toutes les réponses, évidemment, face aux énormes questions que je leur posais sur la transformation, sur les enjeux, sur les changements de modèle économique pour l'entreprise et tout le reste, c'était au niveau humain. Et ça a permis, ça a été un moment un peu symbolique, mais qui a permis vraiment de faire tilt dans l'état d'esprit des gens qui se sont embarqués sur ce coaching, qui est toujours en cours chez Microsoft d'ailleurs, et qui nous a permis de changer les comportements au quotidien vraiment très importants, aussi bien en interne qu'auprès des clients. Il ne faut pas penser que l'entreprise, c'est ensemble, juste, on est là pour des clients. Voilà. Je m'arrête, ça c'est un des chapitres de Microsoft. Oui, ça me fait penser justement dans les coachings que je peux faire avec des dirigeants, comment dirais-je, une des tendances, j'allais dire, pour essayer de comprendre de l'intérieur comment travailler la bienveillance, c'est surtout, quand je dis travailler sur soi, c'est surtout d'être beaucoup plus capable de diagnostiquer ses propres biais. Et quand j'entends, par exemple, une des 3 lois, soyez curieux, c'est pas tant soyez curieux pour essayer de découvrir des choses extérieures, c'est vraiment essayer d'être curieux pour découvrir des choses de l'intérieur. C'est-à-dire comment je fonctionne. Pourquoi, tout d'un coup, j'ai été énervée par rapport à ce qui a été dit en réunion. Ça vient taper quoi chez moi? Qu'est-ce que ça réveille? Pourquoi j'ai été immédiatement d'accord avec ce qui a été dit? Donc ces biais, que ce soit de confirmation, de négativité, que ce soit voilà, des biais de surgénéralisation qu'on entend souvent dans un cadre d'entreprise, il faut être capable de les reconnaître et de travailler tout le temps à essayer d'entendre la parole contradictoire. Et je trouve, en particulier en France, qu'on a beaucoup de mal. Dans un cadre d'entreprise, moi, ce que je recommande toujours, c'est d'essayer de donner des rôles à chacun pour que ce soit très participatif. Il y a par exemple un jeu qu'on peut faire au niveau sociogramme, c'est-à-dire essayer de cartographier qui prend la parole, combien de temps cette personne prend la parole pour voir s'il y a vraiment une bonne répartition. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir systématiquement donner un rôle de poil à gratter à une personne. C'est-à-dire d'être l'avocat du diable et de se dire défenseur du point qui est, comment dirais-je, le contraire de ce qui doit être démontré. Et en fait, par rapport à cette voie-là, il faut qu'on ait quelqu'un qui vraiment soit persuadé et qui ait fait ses recherches et qui tient la route. C'est quelque chose qui vous fait grandir d'entendre. Et moi, je sais que de ce que je vois, même au niveau politique, on va venir aussi sur tout ce qui va être social, sociétal, on a du mal à entendre la contradiction. On a du mal à respecter la contradiction. On a du mal, dans un cadre de bienveillance, d'être d'accord de ne pas l'être. Et d'être d'accord de ne pas l'être, c'est presque on va dire, le cadre nécessaire au dialogue. Parce que être bienveillant quand il n'y a pas de dialogue, c'est facile. On est bienveillant entre bienveillants. Donc en gros, tout le monde dit oui. Mais est-ce que être bienveillant, c'est pas une façon aussi de pouvoir clairement dire non, je ne suis pas d'accord, mais je te respecte et on va travailler ensemble. Et c'est ce qui va faire la richesse de notre collaboration. Ça, au niveau entrepreneurial, au niveau de l'entreprise aussi, ça devrait être le minimum. Et quand on parle de collaboration dans la diversité, de collaboration avec justement un leadership positif et inclusif, c'est ce qu'on attend. La diversité n'est là que pour créer justement des opinions divergentes qui va en fait stimuler ce qu'on appelle l'intelligence collective. Mais ça, c'est cette phase de décollage où en fait on a peur de recueillir pléthore de propositions qui, bien entendu, ne sont pas toutes viables, mais qui va permettre ensuite d'arriver à une phase où on écoute chacun, on essaye de voir qu'est-ce qui est viable, et vous verrez bien que si on fait ce process d'intelligence collective jusqu'au bout, il n'y aura que certaines propositions qui seront viables. Donc c'est cette espèce de phase de décollage qui est très compliquée dans la bienveillance, c'est d'être en capacité de recevoir des opinions différentes et accepter que ça puisse aussi marcher de façon différente. Pourquoi ? Parce qu'on pense que dans la différence réside une mise à mort du fait que je puisse avoir raison. Mais peut-être qu'on peut avoir raison
à plusieurs, avec justement des vérités contradictoires. Et il faut faire très attention à cela, parce que justement on parlait de l'IA, dystopie ou utopie. L'IA nous permet en fait de beaucoup travailler le biais de confirmation, c'est-à-dire essayer de se renforcer dans le sentiment d'avoir raison par rapport à des sources. Et on le voit lorsqu'on voit Trump qui va sur Fox News essayer de nous montrer certaines choses. On n'aura jamais accès à des sources objectives, neutres, si jamais on n'est pas en capacité d'aller se faire violence. Tout comme les personnes qui vont essayer de chercher si le vaccin contre la Covid est dangereux en tapant sur Google « danger vaccin ». On est sûr, en fait, de recueillir quelque chose qui touche à la question des dangers. Donc, ces questions de se méfier de ses propres biais, c'est pour moi une des clés aussi de leadership positif et qu'il faut pouvoir avoir en tête lorsqu'on est dans ce cadre-là de questionner la culture. Mais je voudrais enchaîner rapidement sur bien Life for Good pour que tu puisses nous expliquer ce que tu en fais d'un point de vue sociétal cette fois. Bon, Life for Good, c'est une association que j'ai créée il y a 9 ans avec mon épouse, mes 2 filles. Et donc, comme je l'ai dit, qui a pour mission vraiment d'aller chercher des jeunes de 18 à 30 ans, dont au moins 50% de publics dits prioritaires. Ça peut être QPV, zone rurale, RSA, handicap, et des jeunes dits traditionnels de tout le pays. Et on les embarque sur un projet de transformation d'eux-mêmes, et surtout de transformation d'une idée pour changer le monde. Alors, changer le monde, c'est les 17 EDD, qui est le cadre de référence général qu'ont tous les entrepreneurs sociaux, entrepreneurs à impact. On les amène sur un parcours, soit pour ceux qui débutent, ça s'appelle START, de 9 mois, et qui est composé aussi bien de campus, 3 fois 3 jours, avec de l'intelligence collective. Et on supporte ça avec du digital aussi, du contenu, des tas de sessions entre les campus. Il y a une communauté de 170 coachs, des personnes exceptionnelles, enfin de qualité, qui sont entrepreneurs, entreprises, éducateurs sociaux, coachs certifiés. On a selon les alchimies de matching, comme on dit, de jeunes, on essaie d'avoir les bons couples, et qui vont les emmener sur ce parcours ensemble, soit pour démarrer leur entreprise à impact au bout de 9 mois, soit pour la consolider, parce qu'on est dans un environnement, je sais qu'il y a quelques entrepreneurs à impact sociaux dans la salle, c'est très fragile, c'est très précaire, c'est très peu évident. Je peux vous dire, ayant travaillé dans une des plus grosses boîtes du monde, Microsoft, et travaillé dans les entreprises sociales, c'est plus compliqué les entreprises sociales, d'une certaine manière, parce qu'il y a des modèles à trouver d'harmonie entre un résultat économique qui doit être là on est très clair, parce que s'il n'y a pas de profit qui est dégagé, ils ne pourront pas maximiser leur impact. Et c'est quand même très clair. Mais l'Étoile du Nord et l'impact qu'ils veulent réaliser. Et il y a également des principes de gouvernance participative, où on a toutes les parties prenantes dans son conseil d'administration, son board, et ce qu'on appelle lucrativité encadrée. Alors ça, c'est le degré selon j'allais dire, pas de religion, mais un petit peu, dans lequel vous allez jusqu'au bout, où vous souhaitez réinvestir une grosse partie éventuellement de vos excédents sur l'impact, à défaut de le donner aux actionnaires, ou en partie. Il ne s'agit pas de dire tout est bien, tout est mal, comme toujours, c'est question de nuance. Et voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait avec Live for Good. Et donc dans ce projet, j'ai été pas mal amené, Gila, d'abord à apprendre auprès de personnes comme toi, et par le podcast et d'autres sources, et de mon expérience Microsoft, parce qu'on a embarqué ces jeunes dans nos campus, sur des ateliers sur la psychologie positive. Et donc, Gila ferait beaucoup mieux que moi, mais je vais vous faire la version résumée de l'apprenant. Il y a 3 cercles en psychologie positive. Il y a moi, et elle a démarré par ça, take care of yourself, de démarrer par soi. Il y a moi et les autres, et il y a moi et le monde. Et donc, on démarre, c'est un des premiers ateliers que je fais d'ailleurs, généralement le jour 1, on a mis 9 pouvoirs, 3, 3 et 3, voilà, c'est simple. Et l'un des premiers pouvoirs, c'est la confiance en soi. Bah oui, il y a la connaissance de soi et la confiance en soi. C'est deux choses différentes. Et donc, on travaille avec eux sur des sujets qui sont aussi bien, on appelle des skills, des capacités, mais également des états d'esprit, des comportements et des attitudes qui vont évoluer au fil du temps. Parce que finalement, c'est ça sur lequel on va travailler. Et on le fait également dans le cadre de leur mission, parce que si vous êtes dans des entreprises à impact, c'est qu'il y a une connexion profonde, nous c'est ce qu'on recherche, entre le pourquoi de la personne, pourquoi ils sont là. C'est pas innocent. S'ils viennent et qu'ils veulent, par exemple, j'ai un projet à Perpignan, j'avais une jeune femme avec moi hier, c'était Perpignan, ça me fait penser, main d'argent, très beau projet pour être très concret. Elle a créé une entreprise qui crée du lien social entre des jeunes qui vont accompagner des personnes très seniors dans les supermarchés. Il se trouve que
C'est à peu près, enfin, je veux dire, ça devient la majorité des clients au supermarché aujourd'hui. Les autres, ils commandent sur Amazon et compagnie, bref. Et pour eux, ces personnes plus âgées, c'est un moment social, mais c'est un moment de désespoir parce qu'il n'y a personne. Et donc, elle a créé les compagnons d'Emplettes. Et les compagnons d'Emplettes, c'est des jeunes qu'elle a formés, et elle les a recrutés aussi autour de leur état d'esprit, pour passer à une expérience superbe avec ces seniors qui font qu'ils ont à cœur de revenir dans le supermarché, que ce soit à Perpignan, à Lille, parce qu'ils s'étendent partout. Et on a fait une entreprise. Elle vend ça à Leclerc, elle vend ça aux distributeurs. Alors, je ne vais pas entrer dans la mécanique de comment marche le modèle, mais il n'est pas pour maximiser, vous allez dire tout de suite, le panier marchand et tout. Non, il est vraiment pour avoir une qualité de ce lien qui va être vécu et qui fait que ces gens auront envie de retourner dans le supermarché. Donc, quelque part, le client est gagnant. Voilà. Tout ça, alors ça commence à moi, après il y a moi et les autres. On apprend la communication positive, là, il y a des maîtres en la matière. Et, comme Guy Laclara, mais à l'époque, on n'a pas le temps dans le podcast pour y retrouver ça, le visage, tout ce que ça exprime. On sait tous que le non-verbal, c'est 90% de la communication, je ne sais pas le chiffre exact, mais enfin c'est extraordinaire par rapport au pouvoir des mots. Et puis c'est le coaching qui est dans cette deuxième zone, parce que là je crois énormément à ça. Donc on apprend à nos jeunes à devenir des coachs, alors qu'ils sont coachés eux-mêmes, et eux-mêmes deviennent des coachs pour qu'ils en bénéficient avec leurs alternants, leurs stagiaires, parce qu'au début, ils n'ont pas trop de salariés. Après, ils ont des salariés avec leurs clients, avec toute leur value chain, comme on dit. Et troisièmement, on travaille avec eux entre leur mission, leur pourquoi. Donc, ils ont défini leur raison d'être au tout début, et la raison d'être de leur entreprise. Parce qu'on est vraiment dans les entreprises à mission. Certaines deviennent vraiment des entreprises à mission, loi Pacte. On ne les oblige pas, on n'est pas un cadre fermé en disant vous soyez comme ça. Mais on va être très clair sur le pourquoi ils donnent tant de leur vie aujourd'hui, en tout cas l'année, les années qu'ils veulent donner à ça, et le pourquoi et ensuite le comment ils vont changer le monde. Et après, on travaille avec eux sur le MVP produit. Quel est ton produit, ton service en agriculture régénératrice, en lien social, en évidemment beaucoup de modèles, j'allais dire, de recyclage. On a maintenant des boîtes qui ont bien grandi, 70 salariés, qui ont levé 5, 6, 8 millions d'euros pour certaines. Ce n'est pas une fin en soi. Hein. Il y a certains qui grandissent beaucoup et d'autres qui créent des jobs de qualité, micro-entreprises locales, très régionales, sur tous ces sujets-là. Voilà. Donc voilà un peu, on utilise le leadership positif. Et d'ailleurs, dans notre vision, on dit on aimerait contribuer à faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. C'est plutôt très encourageant en termes d'espoir dans la nouvelle génération. Je voudrais vous mentionner aussi, en termes de leadership positif, une mise en place de grilles de suivi, parce que bien entendu, il faut pouvoir avoir une possibilité de marqueur. Et aujourd'hui, on voit émerger cette volonté aux côtés des KPIs, donc vous savez, les Key Profit Indicators, les indicateurs clés de profit, une nouvelle grille, une nouvelle matrice qui s'appelle les Key BIs, Key Behavioral Indicators, les indicateurs clés comportementaux. Ça, c'est très intéressant parce que c'est en lien, en fait, avec cette notion de coaching, en particulier des soft skills, c'est-à-dire tout ce qui va toucher les compétences, entre guillemets, molles, c'est-à-dire toutes les compétences comportementales, de communication, de négociation, pour essayer de mieux comprendre comment l'entreprise peut réussir à se transformer de l'intérieur, parce qu'une entreprise qui va mal, c'est pas seulement une entreprise qui a un problème de chiffre d'affaires, c'est généralement des entreprises qui meurent de l'intérieur au niveau relationnel. Donc des entreprises qui sont aux mains de personnes toxiques avec des comportements d'obstruction, passivité, agressivité, manipulation. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes au niveau de l'entreprise. Alors moi, je suis en extase devant Live for Good. J'ai eu la chance de pouvoir faire une des interventions. J'ai eu la chance aussi de pouvoir intervenir en tant que jury pour le prix Gabriel. Tu nous en diras un mot qui est aussi exceptionnel dans le fait qu'il offre véritablement une opportunité à la jeunesse de pouvoir s'impliquer et de pouvoir faire des propositions. Moi, le travail que je fais à l'UNESCO, donc j'en ai parlé en tout début, Journée internationale des droits des femmes que j'organise tous les 8 mars, Journée mondiale de l'art, avec cette notion de l'art qui soigne, de l'art qui doit être directement en phase avec la société, donc c'est l'artivisme, comment l'art peut devenir un moyen d'activisme, et puis l'art et l'éducation à la paix, ça c'est tous les 15 avril. Mais au-delà de cela, je pense foncièrement essayer de pouvoir proposer une nouvelle façon de pouvoir impliquer une citoyenneté plus participative avec cette notion que j'ai mis à jour, que j'intitule entrepreneuriat diplomatique. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat diplomatique ? C'est vraiment une posture
d'entrepreneur, mais qui n'a pas pour but de générer des profits, mais de générer de la valeur humaine ajoutée. C'est-à-dire essayer de se dire que chacun est garant aussi de la relation diplomatique que mon pays peut avoir avec les autres pays. Au travers d'initiatives individuelles, ça peut être diplomatie féministe, diplomatie culturelle, artistique, sportive, économique, commerciale. Et je trouve intéressant de voir que des initiatives comme celle que j'ai prise, c'est-à-dire un jour, je me suis dit, les accords d'Abraham, c'est très bien, mais ça reste quand même des accords avec des messieurs autour d'une table. Ce serait peut-être bien de pouvoir impliquer un peu la gente féminine, surtout au Moyen-Orient, qui devrait avoir des choses à dire. Donc, je vais créer des accords féminins d'Abraham que je vais intituler les accords de Sarah et Hajar. Sarah et Agar, les deux femmes d'Abraham. Et donc, j'ai été toquée à la porte des différents gouvernements. Alors, il faut savoir que, bien sûr, j'ai enlevé ma casquette UNESCO, puisque l'UNESCO n'est pas un organe politique, mais diplomatique. Donc, j'ai toqué à la porte de ces différents gouvernements, Bahreïn, Émirats arabes unis, Israël et Maroc, en leur demandant de pouvoir me proposer des femmes dans les gouvernements qui s'engagent non seulement à travailler la question des droits des femmes, mais aussi à pouvoir essayer de travailler la relation à l'autre pour faire en sorte que les femmes soient plus présentes, non seulement dans les gouvernements, mais aux tables de négociation. Et ça a bien pris. On a signé le 23 avril 2023. Bien sûr, le 7 octobre est arrivé, donc on m'a demandé de pouvoir ne plus médiatiser véritablement autour de ces accords, mais j'ai continué des accords de diplomatie féministe internationaux avec les premières dames de Serbie qui a signé, présidente d'Islande, enfin, des personnalités internationales, et puis les accords africains avec justement un intérêt de la présidente d'Éthiopie, de différents ministres qui sont gouvernement Rwanda, etc. Pourquoi ce but de travailler le tissu? C'est juste de mettre des personnes ensemble pour essayer d'aller plus loin que simplement la frontière mentale qu'un pays me force à avoir, pour essayer de sortir d'un stéréotype qui serait le stéréotype de l'étranger, de la peur de l'autre, etc. Donc, bien sûr, moi, je l'ai fait d'un point de vue diplomatie féministe, mais il y a de la diplomatie sportive. Comment est-ce que tout d'un coup, on peut se retrouver, un Ukrainien, un Russe, qui commence à avoir un combat tout à fait honnête et éthique face à des règles sportives, qui va démontrer en fait qu'il est possible de rentrer dans un relationnel qui va être cadré. Et petit à petit, rentrer, en fait, on parlait de changement comportemental et de mindset, rentrer dans la mindset d'une population qui en a assez de servir de chair à canon pour en fait des combats, des guerres qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir qu'un seul combat, c'est la préservation de la vie. Et c'est aussi ça, la bienveillance. C'est essayer aussi de comprendre que la guerre est absolument inadmissible en 2025, peu importe le prétexte. Donc se faire tuer et tuer, aujourd'hui, ne devrait plus exister. Donc pour rentrer dans une bienveillance qui serait une bienveillance intergouvernementale, qui sortent de ce rapport aux frontières, je pense que l'entrepreneuriat diplomatique peut être intéressant, des initiatives individuelles au travers d'expositions, ça peut être diplomatie artistique, au travers d'événements culturels où tout d'un coup on met ensemble des personnes de nationalités différentes qui tout d'un coup se confrontent en dehors de le stéréotype. Ah, t'es français et pourtant tu portes pas de béret, tu manges pas de baguette comme dans Emily in Paris. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est vraiment dans une crispation identitaire forte et je pense qu'il est de notre responsabilité à tous, nous les bienveillants, de pouvoir essayer de sortir de ces schémas réducteurs. Le plaisir, c'est qu'on aura bientôt un livre que tu vas éditer sur ce sujet. Voilà, exactement. Je suis en train de travailler un livre sur ce sujet. Alors, il nous reste que quelques minutes. Moi, je souhaiterais qu'on ouvre les questions. Si tu veux Avec bien, plaisir. Gila, à la salle, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui circule pour vous le donner. Et j'espère que lors des réponses que tu vas nous donner, Jean-Philippe, tu nous parleras du prix Gabriel, oui, qui est important. Si on peut. Allez-y. Si vous pouvez vous présenter rapidement aussi, c'est gentil. Allez, vous avez le micro. Hein. Oui, non, j'ai pas besoin. Je vais prendre comme fenêtre Citoyens du Monde. Donc, en fait, moi, je me posais la question de comment vous voyez le transhumanisme pour répondre aux défis éthiques et sociaux actuels. Oula. On est parti. Loin. Vas-y, Gila. Je te laisse démarrer là-dessus. Tu es la diplomate autour de la table. Donc vas-y. Le gentleman. Oui. Alors, vous, en termes de transhumanisme, vous vous situez où? Parce que c'est vrai qu'en termes de transhumanisme...
Alors, donc là, on va ok, te situer au niveau IA. J'assume ma C'est vie parti. chez Microsoft. On n'a pas de vision transhumaniste chez Microsoft. Je devrais plus dire vous, puisque je ne suis plus salarié, hein, très clairement. Mais je reste très attaché à l'entreprise. Non. On a une vision d'une IA qu'on souhaite le plus possible humaniser. Mais c'est un débat qui mériterait du temps, parce que le traiter en 2 minutes sur une question comme ça, c'est très compliqué. On est très conscient des enjeux et des défis. C'est-à-dire, comme ces innovations que j'ai vues pendant 40 ans de ma vie, à des points d'inflexion différents, surtout celui-là. Il y a effectivement une capacité cognitive de l'IA qui est assez exceptionnelle et qui continue de progresser, qui base sur des scores établis de benchmark, des PhD dans des tas de disciplines. Donc ça, c'est en train de se faire. Le plus gros défi, ça va évidemment de mettre au cœur de cette IA tout simplement la chose la plus compliquée, des règles à la fois d'éthique, des règles de régularité, de sécurité, de respect de la vie personnelle, qui font que ça sera un compagnon pour assister l'homme, la femme, à faire plus dans sa vie. Voilà, je m'arrêterai là parce que sinon on irait dans un débat très profond, mais on n'a pas de vision transhumanisme de dire les flottes d'agents, puisqu'on est maintenant dans la génération des agents dans l'IA, pour ceux qui sont un peu dans la tech, vont prendre la commande du monde et vont diriger l'espèce humaine. C'est pas la vision qu'on poursuit. Oui. Pardon ? Oui, il y a des biais, absolument. Ça, tu peux en parler. Ça, tout à fait, avec tout ce qui va être biais, même au niveau des genres, on va retrouver une crispation par l'IA qui va être fois 1000 par rapport à ce qu'on peut vivre dans la vie réelle. Moi, ce que je veux dire vis-à-vis du transhumanisme, c'est cette notion en fait d'amplification qu'il peut y avoir des biais, mais aussi de la peur que l'on a toujours eue vis-à-vis des outils. Parce que finalement, l'IA, c'est un peu comme la découverte du silex, la découverte du marteau, la découverte de tout outil qui, si on l'utilise mal, peut détruire. Je pense que tant qu'on aura une conscience de qui modère, et c'est pas si difficile que ça de voir qui modère, quand on pose des questions qui sont éminemment éthiques, politiques, et qu'on voit la réponse. Alors j'ai une amie qui m'a dit, pour voir un petit peu qui était derrière ça, j'ai posé une question stupide comme « Pourquoi est-ce que les Chinois sont aussi idiots ?» Je lui ai dit, comment tu as pu faire ça ? Je voulais voir si c'était la Chine qui était, comme vous le savez, en termes de générateurs, on a quand même la Chine et les États-Unis qui restent quand même propriétaires de beaucoup de générateurs en termes d'IA. Et je voulais voir si les Chinois étaient les contrôleurs. Et l'IA lui a remis une réponse très politiquement correcte. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les paramétrages ne permettent absolument pas de pouvoir avoir une possibilité, on va dire, de réponse tranchée. L'IA reste encore aujourd'hui, même si on a des expériences empathiques fortes, et c'est là où moi je commence à me poser la question, parce que quelquefois, l'IA, dans ses réponses, est plus bienveillante, parce que la patience et tout ce qui va toucher à l'endurance que l'être humain n'a pas, qui peut être extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce que pour un enfant, un parent IA, il lui laisse passer tout, il lui donne l'empathie qu'il a besoin, alors que le parent épuisé, dépassé, aura quand même des gestes d'humeur qui sont compréhensibles. Donc moi, ce qui me gêne dans cette idée de transhumanisme, c'est dès qu'on va toucher, non pas à la capacité de réponse et d'information, mais cette capacité d'empathie qui devient dangereuse au point où tout d'un coup, on pense qu'on parle à un humain. Donc c'est pour ça que tant qu'il y a une possibilité de vérifier la modération et de vérifier qu'il y a frontière entre ce que je suis, ce qu'est l'autre et ce qu'est l'IA, qui n'est pas, bien sûr, une possibilité dans un monde réel, je pense qu'on arrivera à s'en sortir. Mais comme ça vient toucher des choses qui sont les plus terribles à l'intérieur de nous, pour moi, en termes d'intrusivité, c'est terrible, ça demande un vrai travail, comme je le disais au niveau des biais, un travail sur soi. Est-ce que je continue à parler à quelque chose qui a une capacité de réflexion ou pas ? Excusez-moi, on peut peut-être prendre une autre question. C'est pas que question interprétante, mais on va prendre une autre question. Merci. On peut en discuter après, mais c'est pour avoir une diversité de questions pour la vie. Il nous reste qu'une minute, c'est pour ça. Allez-y. Bonjour, merci. Bonjour. Merci encore de vos partages aujourd'hui si riches et si précieux. Je me présente Rezlen Zahir, je suis coach de dirigeants moi-même et j'ai créé un collectif qui s'appelle Inspirem, justement qui accompagne nos dirigeants et entrepreneurs dans ces prises de conscience, dans ce leadership positif, dans ce leadership conscient. Moi, j'avais une question pour vous, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre vie personnelle ou professionnelle, justement, qui vous a
permis de changer votre posture et vos modèles de leadership? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un instant, un point de bascule, voilà, que vous avez envie de nous partager aujourd'hui? J'ai plusieurs déclics, mais des déclics professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je peux revenir. C'était vraiment ce projet énorme de transformation de l'entreprise. Il se trouve que j'avais passé déjà plus de 30 années dans cette entreprise, donc je suis rentré quand Microsoft est une start-up. On était moins de 1000 dans le monde, donc il faut se rappeler ça. À l'époque, je n'ai pas rejoint un géant, c'était une petite boîte innovante, parce que j'adorais le soft, j'ai découvert ça dans le sud, à Nice, dans une start-up française d'ailleurs. Bref, et j'ai eu ce déclic en voyant que mon style de leadership, dans des occasions de ce changement qui était majeur à 180 degrés, ne marcherait plus. Et notamment dans des cultures très internationales. Parce que dans mon cas, j'ai vraiment un mix de toutes les nationalités du monde dans mon équipe. Et donc, passer des concepts de culture globale d'une entreprise, une entreprise globale a une culture générale, mais elle doit se marier quelque part avec des cultures locales et nationales. Et j'ai vu des situations d'échec que j'ai connues, dans des transformations avec des CEO de filiales, dans des pays comme le Japon, très compliqué, pour vraiment arriver à créer justement une confiance au Japon. Bon, c'est peut-être un épisode à temps complet. Et donc là, j'ai eu des situations d'échec qui me ont dit il faut changer d'approche. Et puis j'ai eu aussi, c'est vrai, dans ma vie personnelle, ça permettra peut-être de parler du prix Gabriel, j'ai perdu mon fils il y a presque 10 ans, qui s'appelait Gabriel. Et bon, et quand on est père, et c'est la même chose pour la mère, et mes deux filles et les sœurs, c'est un moment évidemment qu'on n'oublie d'abord jamais jusqu'au dernier de ses jours. Et c'est un moment forcément sur lequel chacun, forcément, je ne sais pas, j'ai rencontré des personnes, bien sûr, chacun ça a des drames que vous vivez, que vous avez vécu, mais qui, de certaine manière, ont une transformation sur vous, un impact sur vous. Et on a décidé rapidement, en fait, la création de Live for Good, j'en ai pas parlé, on l'a fait pour cette raison. Donc, quelques mois après la disparition de mon fils, qui avait créé le nom Live for Good, il vient de lui, suite à un voyage humanitaire qu'il avait fait en Malaisie, où il avait vraiment, c'est la citation sur le site web, le désir vital de changer positivement la vie des autres. Il savait que c'était un enfant privilégié par, évidemment, mon activité, ce qu'on faisait, et il s'intéressait réellement beaucoup. Il était sorti des sentiers battus. J'allais dire, voilà, on ne sait pas ce qu'aurait fait Gabriel, donc ça. Mais on s'est dit, nous, en tout cas, en tant que famille, pour nous donner un peu une étoile du Nord et nous donner une forme pas d'espérance, mais de faire vivre ces valeurs. Eh bien, on va créer une organisation qui va aider des jeunes qui veulent changer le monde, et aider positivement la vie des autres à le faire. Et moi, à titre personnel, évidemment, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Parce que on parle beaucoup du mindset, il y a un cerveau, on a tous qui réfléchit beaucoup, et un cœur, et ça m'a permis, aux côtés de mon activité professionnelle pendant des années, maintenant j'ai arrêté la partie professionnelle, de me donner c'est plus qu'un sens, une raison d'être, et qui me donne de la joie quand je vois des jeunes qui ont transformé par leur entreprise à impact et leur vie, et qui deviennent des rôles modèles quelques années plus tard. Et donc ça devient un peu une grande famille, réellement, on a une communauté, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est une aussi valeur chez Live for Good, la communauté, on croit beaucoup, et ces jeunes restent ensemble dans une grande mixité sociale, qui est une valeur qu'on défend beaucoup, de mélanger, d'arrêter de mettre des silos dans des cases, voilà, on est dans tel truc, telle zone, tel truc, et de voir ce qu'ils font ensemble, collectivement, sur plusieurs années. C'est un mouvement, voilà, c'est ça qui m'intéresse, et voilà ces moments, si vous voulez, qui ont été déclencheurs. Voilà. Merci de votre partage, merci. Une toute dernière question peut-être avant qu'on termine. Si on est 3 minutes au-dessus, mais on peut en prendre une dernière. Allez-y. Allez, une toute dernière. À droite. Bonjour, merci pour votre intervention. Donc moi, je m'appelle Aurore, j'ai 41 ans et j'en suis à la 2e fois que je reprends mes études dans ma vie. Donc là, je termine le programme Grande École de Kedge. Donc je suis en train de faire un mémoire. Donc j'ai une question qui n'a pas forcément un lien direct avec le contenu, mais je voulais savoir, mon sujet de mémoire, en fin de compte, traite de l'évolution justement du management, en parlant de Taylor, Ford, Toyota et toutes les déclinaisons qu'il y a eu avec le Lean, avec le Kaizen, et que je mets en confrontation volontairement dans ce mémoire pour voir est-ce que c'est antinomique, est-ce que c'est antagoniste, ou est-ce que c'est complémentaire de les lier à des approches d'intelligence émotionnelle justement et d'approches systémiques.
Et je ne m'attendais pas à avoir aujourd'hui l'opportunité de vous rencontrer, parce que je suis venue hier travailler à la bibliothèque. Et donc, j'ai vu cette conférence dont le sujet m'intéressait. Je ne vous connaissais pas, pardon. Et je suis désolée. Excusez, il n'y a pas de souci. Il y a encore du boulot d'évangélisation à faire, Gila. Et du coup, j'en profite. Comme ça rentre vraiment dans le cadre de mon sujet, est-ce qu'éventuellement, vous seriez d'accord pour que je vous interroge Peut-être après la conférence, on reprendra contact. Exactement. Voilà, c'était avec ça plaisir, ma question. Oui, avec un plaisir. Et puis en même temps, je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler sur des sortes de fresques historiques et mêler intelligence émotionnelle avec des grands courants managériaux. Je pense que ça aura toute sa pertinence. Donc bravo à vous. Et puis je voudrais terminer encore de souligner peut-être une dernière valeur que suppose la bienveillance et suppose le leadership positif. Et je trouve que Jean-Philippe incarne, c'est la valeur courage. Parce qu'être bienveillant sans courage, on va dire que c'est assez insipide, c'est assez fade et c'est assez passif. Et on est tous ici pour rendre toute la capacité d'action à la bienveillance. Et je pense que Jean-Philippe l'incarne parfaitement. Merci de votre écoute. Merci Gila. Merci à vous.